Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Si tu es ici, c'est que tu as écouté un petit peu l'histoire de ma vie de George Sand jusqu'ici, et tu as surtout entendu parler des grands-parents, de ses parents. Et là, on va enfin parler de George Sand et de ses premiers jours. Alors, installe-toi bien confortablement et profite de l'Ondée. Quoi qu'il en soit, voici le premier souvenir de ma vie, et il date de loin. J'avais 2 ans. Une bonne me laissa tomber de ses bras sur l'angle d'une cheminée. J'eus peur et je fus blessé au front. Cette commotion, cet ébranlement du système nerveux, ouvrirent mon esprit au sentiment de la vie, et je vis nettement, je vois encore, le marbre rougeâtre de la cheminée, mon sang qui coulait, la figure égarée de ma bonne. Je me rappelle distinctement aussi la visite du médecin, les sangsues qu'on me mit derrière l'oreille, l'inquiétude de ma mère et la bonne congédiée pour cause d'ivrognerie. Nous quittâmes la maison et je ne sais où elle était située. Je n'y suis jamais retourné depuis. Mais si elle existe encore, il me semble que je m'y reconnaîtrai. Il n'est donc pas étonnant que je me rappelle parfaitement l'appartement que nous occupions rue Grange-Batelière 1 an plus tard. De là datent mes souvenirs précis et presque sans interruption. Mais depuis l'accident de la cheminée jusqu'à l'âge de 3 ans, je ne me retrace qu'une suite indéterminée d'heures passées dans mon petit lit sans dormir, et remplie de la contemplation de quelques plis de rideaux ou de quelques fleurs au papier des chambres. Je me souviens aussi que le vol des mouches et leur bourdonnement m'occupaient beaucoup, et que je voyais souvent les objets doubles, circonstance qu'il m'est impossible d'expliquer et que plusieurs personnes m'ont dit avoir éprouvé aussi dans la première enfance. C'est surtout la flamme des bougies qui prenait cet aspect devant mes yeux, et je me rendais compte de l'illusion sans pouvoir m'y soustraire. Il me semble même que cette illusion était un des pâles amusements de ma captivité dans le berceau, et cette vie du berceau m'apparaît extraordinairement longue et plongée dans un molles ennui. Ma mère s'occupa de fort bonne heure de me développer, et mon cerveau ne fit aucune résistance. Mais il ne devança rien. Il eût pu être très tardif si on l'eût laissé tranquille. Je marchais à 10 mois, je parlais assez tard, mais une fois que j'eus commencé à dire quelques mots, j'appris tous les mots très vite, et à 4 ans, je savais très bien lire, ainsi que ma cousine Clotilde qui fut enseignée comme moi par nos 2 mères alternativement. On nous apprenait aussi des prières, et je me souviens que je les récitais sans broncher, d'un bout à l'autre et sans n'y rien comprendre, excepté ces mots qu'on nous faisait dire quand nous avions la tête sur le même oreiller. Mon Dieu, je vous donne mon cœur. Je ne sais pourquoi je comprenais cela plus que le reste, car il y a beaucoup de métaphysique dans ce peu de paroles, mais enfin, je le comprenais, et c'était le seul endroit de ma prière où j'eusse une idée de Dieu et de moi-même. Quant au pater, au credo et à l'Ave Maria, que je savais très bien en français, excepté Donnez-nous notre pain de chaque jour, j'aurais aussi bien pu les réciter en latin comme un perroquet. Ils n'eussent pas été plus inintelligibles pour moi. On nous exerçait aussi à apprendre par cœur les fables de La Fontaine, et je les sus presque toutes, que c'était encore lettre close pour moi. J'étais si lasse de les réciter que je fis, je crois, tout mon possible pour ne les comprendre que fort tard, et ce ne fut que vers l'âge de 15 ou 16 ans que je m'aperçus de leur beauté. On avait l'habitude autrefois de remplir la mémoire des enfants d'une foule de richesses au-dessus de leur portée. Ce n'est pas le petit travail qu'on leur impose que je blâme. Rousseau, en le retranchant tout à fait dans les mille, risque de laisser le cerveau de son élève s'épaissir au point de n'être plus capable d'apprendre ce qu'il lui réserve pour un âge avancé. Il est bon d'habituer l'enfance, d'aussi bonne heure que possible, à un exercice modéré mais quotidien des diverses facultés de l'esprit. Mais on se hâte trop de lui servir des choses exquises. Il n'existe point de littérature à l'usage des petits-enfants. Tous les jolis vers qu'on a faits en leur honneur sont maniérés et farcis de mots qui ne sont point de leur vocabulaire. Il n'y a guère que les chansons des berceuses qui parlent réellement à leur imagination.
Le second souvenir que je me retrace de moi-même est qu'à coup sûr, vu son peu d'importance, personne n'eût songé à me rappeler. C'est la robe et le voile blanc que porta la fille aînée du vitrier le jour de sa première communion. J'avais alors environ 3 ans et demi. Nous étions dans la rue Grange-Batelière, au 3e, et le vitrier qui occupait une boutique en bas avait plusieurs filles qui venaient jouer avec ma sœur et avec moi. Je ne sais plus leur nom, et ne me rappelle spécialement que l'aînée, dont l'habit blanc me parut la plus belle chose du monde. Je ne pouvais me lasser de l'admirer, et ma mère, ayant dit tout d'un coup que son blanc était tout jaune, et qu'elle était fort mal arrangée, cela me fit une peine étrange. Il me sembla qu'on me causait un vif chagrin en me dégoûtant de l'objet de mon admiration. On me fit présent, une fois, d'une superbe polichinelle, tout brillant d'or et d'écarlate. J'en eus peur d'abord, surtout à cause de ma poupée, que je chérissais tendrement et que je me figurais en grand danger auprès de ce petit monstre. Je la serrai précieusement dans l'armoire, et je consentis à jouer avec Polichinelle, ses yeux d'émail qui tournaient dans leurs orbites au moyen d'un ressort, le plaçaient pour moi dans une sorte de milieu entre le carton et la vie. Au moment de me coucher, on voulut le serrer dans l'armoire auprès de la poupée, mais je ne voulus jamais y consentir, et on céda à ma fantaisie, qui était de le laisser dormir sur le poêle. Car il y avait un petit poêle dans notre chambre, qui était plus que modeste, et dont je vois encore les panneaux peints à la colle et la forme en carré long. Un détail que je me rappelle aussi, bien que depuis l'âge de 4 ans je ne sois jamais rentré dans cet appartement, c'est que l'alcôve était un cabinet fermé par des portes à grillage de laiton sur un fond de toile verte. Sauf une antichambre qui servait de salle à manger et une petite cuisine, il n'y avait pas d'autre pièce que cette chambre à coucher, qui servait de salon pendant le jour. Mon petit lit était placé le soir en dehors de l'alcôve, et quand ma sœur, qui était alors en pension, couchait à la maison, on lui arrangeait un canapé à côté de moi. C'était un canapé vert en velours d'Utrecht. Tout cela m'est encore présent, quoiqu'il ne me soit rien arrivé de remarquable dans cet appartement, mais il faut croire que mon esprit s'y ouvrait à un travail soutenu sur lui-même, car il me semble que tous ces objets sont remplis de mes rêveries, et que je les ai usés à force de les voir. J'avais un amusement particulier avant de m'endormir, c'était de promener mes doigts sur le réseau de laiton de la porte de l'alcôve qui se trouvait à côté de mon lit. Le petit son que j'en tirais me paraissait une musique céleste, et j'entendais ma mère dire « Voilà Aurore qui joue du grillage ». Je reviens à mon polichinelle qui reposait sur le poêle, étendu sur le dos et regardant le plafond, avec ses yeux vitreux et son méchant rire. Je ne le voyais plus, mais dans mon imagination, je le voyais encore, et je m'endormis très préoccupé du genre d'existence de ce vilain être, qui riait toujours, et qui pouvait me suivre des yeux dans tous les coins de la chambre. La nuit, je fis un rêve épouvantable. Polichinelle s'était levée. Sa bosse de devant, revêtue d'un gilet de paillon rouge, avait pris feu sur le poêle. Et il courait partout, poursuivant tantôt moi, tantôt ma poupée qui fuyait éperdue, tandis qu'il nous atteignait par de longs jets de flammes. Je réveillai ma mère par mes cris. Ma sœur, qui dormait près de moi, s'avisa de ce qui me tourmentait et porta le polichinelle dans la cuisine en disant que c'était une vilaine poupée pour un enfant de mon âge. Je ne le revis plus, mais l'impression imaginaire que j'avais reçue de la brûlure me resta pendant quelque temps et, au lieu de jouer avec le feu comme jusque-là j'en avais eu la passion, la seule vue du feu me laissa une grande terreur. Nous allions alors à Chaillot voir ma tante Lucie, qui y avait une petite maison et un jardin. J'étais paresseuse à marcher et voulais toujours me faire porter par notre ami Pierret, pour qui, de Chaillot au boulevard, j'étais un poids assez incommode. Pour me décider à marcher le soir au retour, ma mère imagina de me dire qu'elle allait me laisser seule au milieu de la rue. C'était au coin de la rue de Chaillot et des Champs-Élysées, et il y avait une petite vieille femme qui en ce moment allumait le réverbère. Bien persuadé qu'on ne m'abandonnerait pas, je m'arrêtai, décidé à ne point marcher, et ma mère fit quelques pas avec Pierret pour voir comment je prendrais l'idée de rester seule.
Mais comme la rue était à peu près déserte, l'allumeuse de réverbère avait entendu notre contestation. Et se tournant vers moi, elle me dit d'une voix cassée : « Prenez garde à moi. C'est moi qui ramasse les méchantes petites filles et je les enferme dans mon réverbère pour toute la nuit. » Il semblait que le diable eût soufflé à cette bonne femme l'idée qui pouvait le plus m'effrayer. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé une terreur pareille à ce qu'elle m'inspira. Le réverbère, avec son réflecteur étincelant, prit aussitôt à mes yeux des proportions fantastiques, et je me voyais déjà enfermé dans cette prison de cristal, consumé par la flamme que faisait jaillir à volonté le polichinelle en jupon. Je courus après ma mère, en poussant des cris aigus. J'entendais rire la vieille, et le grincement du réverbère qu'elle remontait me causa un frisson nerveux, comme si je me sentais élevé au-dessus de terre et pendu avec la lanterne infernale. C'est dans la rue Grange Batelière que j'eus entre les mains un vieux abrégé de mythologie que je possède encore et qui est accompagné de grandes planches gravées, les plus comiques qui se puissent imaginer. Quand je me rappelle l'intérêt et l'admiration avec lesquels je contemplais ces images grotesques, il me semble encore les voir telles qu'elles m'apparaissaient alors. Sans lire le texte, j'appris bien vite, grâce aux images, les principales données de la fabulation antique, et cela m'intéressait prodigieusement. On me menait quelquefois aux ombres chinoises de l'éternel Séraphin et aux pièces féeriques du boulevard. Enfin, ma mère et ma sœur me racontaient les contes de Perrault, et quand ils étaient épuisés, elles ne se gênaient pas pour en inventer de nouveaux, qui ne me paraissaient pas les moins jolis de tous. Avec cela, on me parlait du paradis et on me régalait de ce qu'il y avait de plus frais et de plus joli dans l'allégorie catholique, si bien que les anges et les amours, la bonne vierge et la bonne fée, les polichinelles et les magiciens, les diablotins du théâtre et les saints de l'église, se confondant dans ma cervelle, y produisit le plus étrange gâchis poétique qu'on puisse imaginer. Ma mère avait des idées religieuses que le doute n'effleura jamais, vu qu'elle ne les examina jamais. Elle ne se mettait donc nullement en peine de me présenter comme vraies ou comme emblématiques les notions de merveilleux qu'elle me versait à pleine main. Artiste et poète qu'elle était elle-même sans le savoir, croyant dans sa religion à tout ce qui était beau et bon, rejetant tout ce qui était sombre et menaçant, et me parlant des 3 grâces et des 9 muses, avec autant de sérieux que des vertus théologales ou des vierges sages. Que ce soit éducation, insufflation ou prédisposition, il est certain que l'amour du roman s'empara de moi passionnément avant que j'eusse fini d'apprendre à lire. Voici comment. Je ne comprenais pas encore la lecture des contes de fées. Les mots imprimés, même dans le style le plus élémentaire, ne m'offraient pas grand sens, et c'est par le récit que j'arrivais à comprendre ce qu'on m'avait fait lire. De mon propre mouvement, je ne lisais pas. J'étais paresseuse par nature et n'ai pu me vaincre qu'avec de grands efforts. Je ne cherchais dans les livres que les images, mais tout ce que j'apprenais par les yeux et par les oreilles entrait en ébullition dans ma petite tête, et j'y rêvais au point de perdre souvent la notion de la réalité et du milieu où je me trouvais. Comme j'avais eu longtemps la manie de jouer au poêle avec le feu, ma mère, qui n'avait pas de servante et que je vois toujours occupée à coudre ou à soigner le pot-au-feu, ne pouvait se débarrasser de moi qu'en me retenant souvent dans la prison qu'elle m'avait inventée, à savoir 4 chaises avec une chaufferette sans feu au milieu pour m'asseoir quand je serais fatigué, quand nous n'avions pas le luxe d'un coussin. C'étaient des chaises garnies en paille, et je m'évertuais à les dégarnir avec mes ongles. Il faut croire qu'on les avait sacrifiées à mon usage. Je me rappelle que j'étais encore si petite que pour me livrer à cet amusement, j'étais obligée de monter sur la chaufferette. Alors, je pouvais appuyer mes coudes sur les sièges, et je jouais des griffes avec une patience miraculeuse, mais tout en cédant aussi au besoin d'occuper mes mains, besoin qui m'est toujours resté, je ne pensais nullement à la paille des chaises. Je composais à haute voix d'interminables contes que ma mère appelait mes romans. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée,
Je te dis à très vite. Ciao.